Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Sens Public est depuis hier au cœur du 60e Salon international de l'agriculture. Public Sénat a installé son studio ici sur le stand de la coopération agricole pour analyser depuis samedi en profondeur les causes de cette colère du monde paysan en France et en Europe. Je vous propose deux grands thèmes ce soir dans notre émission. D'abord la souveraineté alimentaire à l'épreuve des accords de libre-échange évidemment, mais aussi de la dépendance aux intrants ou alors de nos choix de consommateurs. Et puis le débat sera consacré à la gestion de l'eau avec des contrastes majeurs évidemment entre les régions et des conflits autour des projets de stockage. Peut-on réconcilier les agriculteurs et les défenseurs de l'environnement sur cette question? On verra ça tout à l'heure. Mais d'abord l'actualité ici au salon ce mardi, la visite du Premier ministre Gabriel Attal en mode déminage et explication de texte après les nouvelles promesses présidentielles. Jérôme Rabier. Loin de la cacophonie de la visite présidentielle de samedi, Gabriel Attal a pu tranquillement visiter le salon de l'agriculture aujourd'hui. Selfie, visite des stands et bien sûr échange avec les agriculteurs, avec au cœur des enjeux la défense d'une souveraineté alimentaire retrouvée, en promettant aux agriculteurs un engagement ferme sur le sujet des traités commerciaux. S'il n'y avait pas le président Macron, le Mercosur, il aurait été signé déjà. Il n'est pas signé le Mercosur parce qu'on s'est mobilisé. Je peux vous dire qu'on est assez seul et le président de la République, c'est celui qui est le plus engagé justement contre la signature au niveau européen. Face à des agriculteurs qui dénoncent une concurrence déloyale, le Premier ministre explique, exemple à l'appui, que tout n'est pas à attendre de l'Europe. La France peut d'ores et déjà se protéger comme elle l'a fait récemment avec l'interdiction des produits traités avec un pesticide interdit en Europe. L'Europe n'a pas encore pris une interdiction pour les produits importés qui utilisent ce phytosanitaire. J'ai assumé de dire on le fait pour la France seule. Et maintenant, ça sera l'état d'esprit en permanence. C'est-à-dire surtout, on va être comme ça. Mais pour les oppositions, ces mesures restent trop faibles. Le Rassemblement national propose ainsi de faire de l'agriculture un secteur totalement protégé. On considère qu'en dehors des vins et spiritueux, par exemple, que l'agriculture n'est pas un produit de négociation internationale. Il faut sortir l'agriculture des accords internationaux. On l'a fait d'ailleurs sur la culture. Donc on peut sortir l'agriculture des accords internationaux. Côté gouvernement, on défend des traités de libre-échange qui peuvent encore exister, mais avec une vigilance renforcée. Les traités de libre-échange, en réalité, c'est la manière de réguler le commerce, c'est la manière d'imposer des clauses de réciprocité, des clauses environnementales, des clauses où on demande aux pays en face de nous de respecter des accords et des niveaux de contraintes environnementales que nous imposons nous. Des questions qui seront au cœur des élections européennes de juin prochain, d'autant que la question agricole agite la majorité des pays membres ces dernières semaines. Le gouvernement face à ce défi de la souveraineté alimentaire, c'est le thème de notre débat et je vous présente mes invités. Sylvie Matelli, bonjour, bienvenue. Vous êtes économiste et directrice de l'Institut Jacques Delors. Johan Barbe, bonjour et bienvenue. Bonjour. Parole de la FNSEA, président de l'Union des producteurs de lait des Vosges. Mathieu Brun, bonjour et bienvenue à vous aussi, directeur scientifique de la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. Et Asdine Ahmed Chaouch, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Asdine, vous êtes éditorialiste politique pour Sens Public. Première fois qu'on est ensemble au salon de l'agriculture. Ça se passe bien jusqu'à présent. J'adore. Bon, tout va bien. On vient de voir Gabriel Attal à l'œuvre dans les allées du salon, Sylvie Matelli. Mais quand on parle de souveraineté alimentaire, quelle est la marge de manœuvre d'un chef de gouvernement? Sur quel levier il peut vraiment agir? Le mot vraiment est important. Alors, c'est une question super intéressante parce que vous me l'auriez posée il y a 25 ans. Alors, j'aurais peut-être pas été là, mais vous me l'auriez posée il y a 25 ans. La réponse, ça aurait été l'ouverture et ça aurait été le commerce. Parce qu'au fond, la mondialisation, le commerce a permis d'accroître les biens auxquels avaient accès les consommateurs et en plus de réduire les prix, y compris des biens alimentaires auxquels avait accès le consommateur. Donc, c'était une sorte de garantie de souveraineté. Les choses ont bien bougé depuis, avec la réforme de la PAC, et je pense qu'on va revenir sur tous ces sujets, mais les choses ont bien bougé et on voit que la situation est totalement différente. C'est-à-dire aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où quand un agriculteur vous dit qu'il ne peut pas vivre de sa production, eh bien le risque, c'est qu'il arrête de travailler, qu'il arrête de produire et qu'on devienne trop dépendant des marchés extérieurs. Et on s'aperçoit qu'en fait, au fur et à mesure de cette mondialisation de tous les secteurs d'activité, y compris de l'agriculture, on a réduit la souveraineté, on n'a pas du tout eu le résultat escompté. Donc quand on parle
parle de souveraineté aujourd'hui, l'enjeu, c'est véritablement d'assurer que le producteur pourra vivre de sa production et que le consommateur aura accès à des produits sains. Et quand on met alimentaire derrière souveraineté, c'est cette idée de produits sains, produits qui assurent la bonne santé de la population. Johan Barbe, est-ce qu'on est dans une ère de repli sur soi quand on parle de souveraineté alimentaire? Non, je ne pense pas qu'on parle de repli sur soi, bien au contraire. La souveraineté alimentaire, elle doit venir de la production nationale, mais aussi de la capacité de la France à exporter là où on est capable de le faire. Ça veut dire qu'il y a une balance commerciale aujourd'hui qui est en faveur de l'agriculture. Il faut qu'on continue à garder cette force d'exportation. Et c'est cette force d'exportation qui doit nous permettre de vivre dignement de notre métier et d'assurer cette souveraineté alimentaire sur le territoire national. Je veux dire, aujourd'hui, produire du lait sur le territoire national, c'est pas si simple que ça. Pourtant, c'est ce qui crée la France aux 1000 fromages. C'est ce qui crée des produits de qualité sur l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des concitoyens français. Et rappelez aujourd'hui que si on perd notre capacité à exporter, eh ben derrière, on va perdre la capacité à nourrir les Français tout au long de l'année. Parce que la production, elle est cyclique dans l'année. Et donc, ça pose la question des accords de libre-échange, évidemment, parce que si on veut continuer à exporter, il faut peut-être continuer d'avoir des accords. Mais ça, je vous poserai la question un petit peu plus tard, parce qu'elle est au cœur de notre débat. Regardez la part des produits importés en France, ça représente 20% de la nourriture. On a trouvé ces chiffres dans un rapport sénatorial qui date de l'année 2022. Dans le détail, il y a 70% de fruits importés, 30% de légumes, 20% de viande bovine, 50% de poulet. Peut-être un point général, Mathieu Brun. Est-ce que ces chiffres sont en déclin? Est-ce que la souveraineté alimentaire de la France est vraiment en train de décliner? C'est quoi le constat? Alors derrière ces chiffres et ces constats, en fait, il faut aller creuser plus profond. Effectivement, on a certains postes comme les fruits et légumes qui sont en baisse depuis déjà quelques années. On a d'autres qui se portent beaucoup mieux, certains produits animaux par exemple. Mais il faut derrière regarder qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qu'il y a comme intrant, qu'est-ce qu'on utilise. C'est pas simplement notre assiette qui compte, c'est ce qu'on utilise pour produire. Qu'est-ce qu'on utilise pour produire. Et finalement, c'est ce débat-là qu'il faut se poser. Donc derrière la question de la souveraineté que vous avez posée à Sylvie, c'est la question des politiques publiques qu'on met en œuvre. Pendant des années, on a plutôt parlé de sécurité alimentaire, c'est-à-dire on fait confiance au marché qui sera capable d'allouer la bonne nourriture, le bon niveau de nourriture à tel ou tel pays qui en dépend. Aujourd'hui, et depuis notamment le Covid, c'était sur ce même salon en 2020 que Emmanuel Macron a déclaré déléguer notre alimentation à d'autres est une folie. D'autres, c'était la Russie à l'époque dont on parlait. Donc ça veut bien dire que derrière ce mot de souveraineté, on a l'idée d'avoir des politiques qui soient adaptées et de maîtriser nos dépendances. Et c'est bien là, en fait, cette vraie valeur ajoutée de la souveraineté, c'est une demande de politique, une demande de régulation. Johan Barbe, sur les intrants, c'est effectivement un point majeur de notre dépendance aujourd'hui? C'est un des points majeurs, certes, mais en même temps, c'est notre force aussi, parce que ça nous permet quand même, au niveau des intrants, la France a perdu la capacité de les produire. Oui. Donc il faut Depuis combien de temps? Depuis plus de 20 ans. Oui. Parce que, premièrement, on ne fait plus de recherche sur ces intrants. Je veux dire, aujourd'hui, notre problématique de la France, et si aujourd'hui l'agriculture va peut-être si mal, c'est parce qu'on a arrêté la recherche technologique pour nous accompagner vers ces transitions écologiques. Aujourd'hui, on a besoin de transition, mais pour ça, il faut de l'accompagnement. Ça coûte. Après-guerre, je vous rappelle que les politiques publiques ont été très claires. Il fallait nourrir la France, il fallait nourrir l'Europe, il fallait avancer. On a tout mis en œuvre, aussi bien de la part de l'accompagnement technique sur nos exploitations que la capacité à obtenir les intrants facilement sur nos exploitations. On s'est rendu compte avec les crises Covid, dès qu'on fermait les frontières, il manquait énormément de produits. Les engrais peut-être, mais d'autres produits aussi, surtout les molécules pour faire des antibiotiques, pour nous soigner nos animaux et soigner aussi les humains. Donc la preuve qu'il faut reproduire en France, renationaliser, mais pour ça il faudra qu'on soit clair, c'est que la recherche doit nous accompagner et plus vite. Sylvie Matelli, alors renationaliser, réagricoliser, c'est le terme qu'a employé Bruno Le Maire. Je ne sais pas si je vais le dire trop souvent dans cette émission parce qu'il n'est pas très joli et pas très simple à prononcer. Bref, c'est une belle promesse, sauf qu'entre la promesse et la réalité, on le voit avec la réindustrialisation, c'est long et c'est pas si simple.
c'est long, c'est pas si simple. La différence peut-être et certainement de l'agriculture par rapport à l'industrie, c'est que la France a toujours été et est restée malgré tout une puissance agricole. On disait tout à l'heure qu'on est exportateur net, on dégage un excédent de la balance commerciale sur l'agriculture. C'est bien pour cette raison-là, en fait. On exporte plus qu'on importe. Donc je crois que c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple. Mais ce à quoi je pensais en écoutant les différentes interventions, c'est pour revenir un petit peu à la PAC. Au départ, la PAC avait pour ambition de pousser les agriculteurs à produire et à relancer cette agriculture après-guerre. Et il y avait, rappelez-vous, des prix garantis. Pour une bonne et simple raison, c'est que ces prix garantis, en fait, on n'a jamais eu une agriculture qui, sans soutien et sans investissement, ne puisse permettre à l'agriculteur de vivre dignement de sa production. Et je crois qu'on a oublié ça. Alors, pour de bonnes et de mauvaises raisons, la question de la PAC, pourquoi elle a été réformée, c'est une vraie question et c'est un vrai sujet. Mais je crois que c'est quelque chose de fondamental. Et au fond, donner des réponses aujourd'hui, c'est assurer que cette agriculture française va rester une agriculture puissante, l'agriculture d'une grande puissance, et va en plus assurer la souveraineté alimentaire. Tiens, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais ils viennent d'où ces intrants, Mathieu Brun? Justement, alors on a les intrants qui viennent notamment de Biélorussie, voilà. de Russie, les intrants qu'on utilise à partir de gaz et qui sont utilisés pour l'agriculture, hein, les intrants azotés par exemple, mais il y a d'autres intrants qu'on utilise pour nourrir les animaux qui viennent notamment de l'autre côté de l'Atlantique, d'Amérique du Sud. Donc c'est pour réagir à ce que disait Johan Barbe, il faut aussi regarder dans l'histoire de la construction de la PAC, de la construction des marchés aussi. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a dit, nous, on va se spécialiser sur quelque chose, c'est les céréales, le blé par exemple, ou le maïs. Et puis les États-Unis ont dit, nous, on va se spécialiser sur la production de végétaux qui sont utilisés pour l'alimentation animale, d'oléoprotéagineux par exemple. Donc on a eu une forme de dépendance, et aujourd'hui notre vraie et notre intense dépendance, elle est sur ces protéines végétales. Donc il ne s'agit pas simplement de redire on va produire tout sur place, parce que ça n'a pas de sens. Il faut penser le système alimentaire, le système commercial aussi en cohérence. Donc ça veut dire réintroduire dans les rotations agricoles ces légumineuses qui sont aussi très positives pour l'environnement et qui sont aussi un moyen de créer des filières. Mais ça fait, je pense, pas mal d'années qu'on entend parler de plans protéines, etc. Donc d'un investissement des politiques publiques dans ce système alimentaire. Alors, pendant cette émission, on va régulièrement retrouver Quentin Calmet qui se balade dans les allées du 60e salon de l'agriculture, soit pour aller interroger, rencontrer des agriculteurs ou des scientifiques qui sont ici, mais aussi pour nous faire sentir un peu l'ambiance de ce salon. Et Quentin va revenir tout de suite, revient sur la méthode Attal à l'occasion de cette visite du Premier ministre et de l'accueil qu'il a reçu. Quel accueil a-t-il reçu, Quentin? Voilà, Gabriel Attal qui est arrivé à 7h ce matin ici au Salon de l'Agriculture. Il était d'abord dans le hall 1, le hall sur l'élevage, avant d'aller rapidement vers le hall des Outre-mer où il a passé plusieurs heures dans une ambiance, on peut le dire, assez décontractée. Une ambiance qui contraste avec ce qui s'est passé samedi et ces heures en marge du déplacement d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal qui a dit à un agriculteur qu'il était important de se parler lorsqu'en face, cet agriculteur, cet éleveur, lui disait qu'il en attendait beaucoup pour sa profession. Gabriel Attal qui a parlé de ce malaise, de la détresse de certains agriculteurs, mais le Premier ministre qui a aussi parlé de ces éleveurs, de ces agriculteurs qui sont instrumentalisés selon lui par le Rassemblement national, et c'est ce qui se serait joué notamment samedi. À propos des prix planchers, le Premier ministre a donné quelques explications, quelques précisions. On va faire en sorte que des indicateurs de coûts de production qui existent, ils sont dans la loi, puissent être la base de la construction du prix. C'est ce qu'il a dit chez nos confrères de RTL qui ont un studio sur le salon de l'agriculture. Et il a expliqué qu'il pourrait y avoir un projet de loi pour l'été avec une entrée en vigueur l'année prochaine. Merci Quentin. Johan Barbe, un mot peut-être des prix planchers. La FNSEA, il n'y était pas ou n'y est pas totalement favorable. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors, j'aurais voulu rebondir quand même un petit peu sur le sujet. Un mot de réponse sur les prix planchers. Donc, ensuite d'accord, je vous réponds sur les prix Brun. planchers. C'est pas qu'on n'est pas favorable à des prix encadrés par des formules de prix qui découlent d'indicateurs interprofessionnels. C'est la sémantique qui est importante, parce que le terme prix plancher, ça veut dire qu'on sait où on se fixe, mais ça veut dire qu'on fixe en même temps le maximum. Oui, parce que tous les industriels, tous ceux qui voudront nous acheter nos produits diront de toute façon je sais que à ce niveau-là je l'ai. Donc nous, ce qui nous inquiète, c'est l'incapacité d'aller chercher mieux que ce prix plancher. Ensuite, c'est pour ça qu'on vous vouliez répondre à Mathieu Brun. Je voulais répondre parce que effectivement, après guerre, il a été signé entre l'Europe et les États-Unis
justement cette problématique et cette dépendance directement des protéines du soja, pour le dire, on peut l'utiliser. Et en même temps, on s'est engagé à fournir du blé pour le reste, entre guillemets, du monde, mais du côté Europe. Et ce qui est important de rappeler, c'est qu'à l'époque, la recherche a été mise pour que le maïs qui était cultivé aux États-Unis puisse être cultivé sur le territoire continental européen, et ça a marché. Aujourd'hui, quand vous parlez de refaire des protéines en France, on peut le faire. Pour ça, il faut faire la même recherche sur le soja que ça a été fait à l'époque sur le maïs, pour qu'il soit cultivable en France demain. C'est pas obligé de passer par les OGM, hein. Je veux dire, on va pas utiliser des gros mots ici, mais la réalité, c'est que la sélection variétale, aujourd'hui, doit permettre de cultiver des protéines en France, autres que les luzernes, parce que tout le monde parle beaucoup de luzernes, mais ce n'est pas les luzernes qui vont créer la protéine pour nourrir les porcs et les volailles. Il nous faut de la protéine végétale telle que le soja, et on peut le cultiver en France. Le blé, donc ça veut bien dire qu'on peut prendre des surfaces de blé national. Je voudrais quand même rebondir et vous donner la parole, Sylvie Matelli, sur cette équation qui semble quand même, allez, je vais dire ardue pour le gouvernement, et le mot est fait, parce qu'on a un Bruno Le Maire qui doit faire face à une croissance qui est, on va dire, mollassonne. Et là encore, le mot est peut-être faible. Un plan d'économie qui nous a annoncé de 10 milliards d'euros. Et donc, ces nouvelles promesses présidentielles, notamment pour venir en aide aux exploitations dont les trésoreries sont en grande difficulté. Mais il le trouve où, l'argent, Bruno Le Maire? Il n'en a pas. Alors, on pourrait lui poser la question quasiment depuis la crise Covid et de quoi qu'il en coûte, parce que sur tous les sujets, ça s'est passé comme ça. Après, dans une politique publique, vous faites des choix, vous faites des arbitrages. Et si vous considérez que la souveraineté alimentaire est une priorité, eh bien, cet argent, il le trouvera et il aidera les agriculteurs. Et je crois qu'en plus, dans le cas de la question agricole, il y a véritablement un enjeu de production nationale. On le disait tout à l'heure. L'enjeu, c'est de ne pas voir encore plus d'exploitations fermées, parce qu'aujourd'hui, on a d'exploitation qui ferment chaque année. Tout à fait. Donc il y a cet enjeu malgré tout de souveraineté nationale qui peut être perçu aussi et qui est très certainement un investissement sur l'avenir. Parce que si vous assurez la survie de votre agriculture nationale, eh bien vous relancez aussi la production nationale, donc les exportations, donc votre balance commerciale, etc., etc. Donc je veux dire, c'est une question aussi d'investissement et d'un investissement productif. Alors je vais citer de nouveau cette phrase du ministre de l'économie. Nous avons réindustrialisé la France, il faut réagricoliser la France, deuxième fois que je le prononce, et en faire un enjeu politique de premier plan. Mathieu Brun, avec quelle stratégie? Est-ce que, alors peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais est-ce que ça passe par des exploitations plus grandes, de plus en plus grandes? Il va falloir se poser la question de la structure des exploitations, avec en plus le départ à la retraite et parfois le non-renouvellement des nouvelles générations. Donc il va falloir s'interroger sur la structuration de ces exploitations, qui y travaillent, qui sont les chefs d'exploitation, hommes, femmes, etc. Et là, on voit un changement extrêmement fort dans cette agriculture qu'on imagine parfois encore familiale, mais qui a aussi beaucoup changé. On a une vision un peu surannée, un peu dépassée. Peut-être une image d'Épinal qui nous rassure aussi, mais ça change énormément. Aujourd'hui, les agriculteurs et les agricultrices, ce sont des chefs d'entreprise qui sont aussi des comptables, qui sont aussi des marketeurs ou des agents de marketing, qui doivent faire énormément de métiers très très différents. Beaucoup de paperasse, on en a suffisamment parlé depuis Et ça, c'est une très bonne idée que vous avez là, parce que derrière la bureaucratie et donc la question des normes, il y a un autre problème qui est encore plus important, et c'est celui du revenu, de la manière dont on a une économie, donc des charges. Faire un peu de comptabilité, c'est extrêmement important. Mais tout ça, ça doit se penser aussi dans une approche qui est territoriale. Regardons à différentes échelles quelles sont les synergies qu'on peut créer entre les exploitations, au-delà de la spécialisation, c'est-à-dire des échanges de fumures, par exemple, d'intrants organiques par exploitation, etc. Tout en sachant que le métier que faisait mon père, qui est à la retraite, qui est agriculteur, ça ne sera pas le même que celui que feront peut-être mes enfants demain, parce qu'on a d'autres attentes aussi de la part de ceux qui le font, ce métier. Oui, évidemment. Alors, souveraineté alimentaire, on est au cœur de notre débat et aussi au cœur d'une bagarre politique. Asdine, je me tourne vers vous. Gabriel Attal veut même inscrire l'expression noir sur blanc dans la loi d'orientation agricole. Vous savez, faire des réformes, c'est un peu comme les concours de cuisine à la télé. On prend une vieille recette et on la revisite pour avoir l'air moderne. C'est un peu le cas ici. La Macronie, elle n'a rien inventé. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée, après 80 ans, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France veut retrouver ce qu'on appelait à l'époque l'autosuffisance alimentaire. Puis, dans les années 90, ce sont les mouvements altermondialistes qui consacrent ce concept de souveraineté alimentaire
je cite, le droit de chaque pays de maintenir et de développer sa propre capacité de produire son alimentation de base. C'est donc plus une idée de gauche, oui, voire d'extrême gauche, en opposition à l'économie mondialisée. Aujourd'hui, on le sent, il y a un virage plutôt identitaire. On est dans la défense du patrimoine national, le soutien aux paysans français, le fantasme d'une alimentation tricolore. Mais derrière, il y a toujours cette critique de l'Europe libérale. C'est donc un vrai sacrifice idéologique du gouvernement Attal, fissurer l'un des fondements de la construction européenne pour éteindre la colère paysanne, une colère incarnée par l'accueil catastrophique du président Macron ici samedi dernier. Alors, cette souveraineté alimentaire, comment elle peut s'incarner dans le projet gouvernemental ? C'est très flou pour le moment, on va être cash. On est plus dans le slogan que dans le déroulé des propositions concrètes. Le ministre de l'Agriculture vient de présenter un plan en faveur de la souveraineté d'élevage. Bon, ça n'a pas fait la une de l'actu. On promet des avantages fiscaux aux éleveurs ou encore l'obligation pour les restaurateurs collectifs d'acheter français. Soyons francs, c'est timide. Il y a des questions pratiques qui se posent et des vrais obstacles. Nos vies pourraient bien changer, Thomas. Et oui, il faudrait se priver de certains produits, en manger d'autres par excès. Sur les céréales, le sucre, le vin et certains produits laitiers, on est quasi autosuffisant, mais ça ne fait pas des repas équilibrés. Et à l'inverse, on devrait oublier notre jus d'orange et notre café du matin. Et ça, c'est un drame national. Oui. En tout cas, pour moi, c'est un drame. Bah oui, évidemment, pour moi aussi. Et le chocolat aussi. Oui, chocolat, oui, je suis assez fan. Souveraineté alimentaire dans la future loi. Est-ce qu'on peut parler de victoire idéologique pour le Rassemblement national ? Jordan Bardella, le nouveau marathonien du salon, adhère au concept, même s'il a d'autres mots, on l'écoute. Moi, je défends l'idée d'une loi Mangeons français qui relève du patriotisme économique. Je pense que la commande publique, que les marchés publics, que notamment la restauration collective peut être un levier important d'efficacité sur les marchés. Pourtant, cette victoire idéologique, elle n'est pas si simple. Déjà historiquement, l'EFN puis le RN ont longtemps été opposés à la fameuse PAC, politique agricole commune, qui compense les prix bas du marché et constitue une partie importante des revenus des agriculteurs. Marine Le Pen semble avoir revu sa copie depuis. Et puis attention, cela touche à une des obsessions du RN. Je m'explique. Si par miracle la France arrivait à se diriger vers une souveraineté alimentaire, cela voudrait dire qu'elle aurait besoin de produire plus et donc de recruter des ouvriers agricoles qu'on est historiquement allé chercher à l'étranger. Donc qui dit plus de souveraineté alimentaire dit sans doute plus d'immigration. Tiens, je veux bien vous donner la parole aux uns et aux autres là-dessus. Sylvie Matelli, pour commencer, est-ce que notre agriculture peut produire plus sans main-d'œuvre étrangère ? C'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse, mais je pense que non. Par contre, ce dont on n'a pas encore parlé en fait dans nos débats, c'est la dimension européenne. Et je trouve que dans cette crise agricole, on oublie que les agriculteurs partout en Europe ont des difficultés. Et on oublie Ils manifestent à Bruxelles en ce moment. Et on oublie de re-questionner. On a proposé, alors on le comprend, politiquement c'était l'urgence, il fallait faire des propositions concrètes aux agriculteurs français. Mais je pense que dans un deuxième temps, il faudra aller chercher aussi des consensus européens pour accompagner toute l'agriculture européenne, parce que notre si on est tout seul à le faire, ça ne servira à rien. Tout à fait. Et pour le coup, là, vous avez une question ça répond à la question de la main-d'œuvre. Je ne l'ai pas totalement oublié, parce qu'en Europe, il y a aussi de la main-d'œuvre et une main-d'œuvre agricole très qualifiée. Oui. Mathieu Brun, souveraineté et souverainisme. Vous dites qu'il faut bien faire la différence, puisqu'on est dans le sens politique de ce mot. Oui, en général, quand on rajoute un isme à un mot, c'est jamais très bon signe. On est plus en train de tendre vers l'idéologie que vers les faits et la science. La souveraineté, le souverainisme, c'est un petit peu regarder le territoire comme le seul prisme, celui sur lequel on doit absolument tout penser. Alors que la souveraineté, je le répète, c'est vraiment réfléchir aux politiques publiques qu'on met en œuvre et au soutien public qu'on met en œuvre. Sylvie a raison d'insister là-dessus. La question des prix planchers, par exemple, ça demande une vraie réflexion dans une économie ouverte. Dans une Europe aussi, est-ce qu'on peut penser cette idée-là tout seul ? Tout à l'heure, on faisait référence au prix garanti dans les années 90. Finalement, c'était dans une économie mondiale qui était beaucoup moins connectée. Aujourd'hui, on est complètement connecté aux prix mondiaux. Donc les prix planchers fonctionnent si les prix sont hauts. Mais quand ils vont commencer à descendre, ça va être beaucoup plus compliqué. Et derrière, ça interroge aussi les soutiens publics qu'on est prêt à mettre en œuvre. Tout à l'heure, vous disiez qu'on a besoin de recherche, et vous avez raison. Mais je voudrais quand même faire un petit cocorico. On a quand même un écosystème de la recherche en France, qu'elle soit publique, l'INRAE par exemple, mais aussi privée avec les instituts techniques, qui est extrêmement performante et qui peut aussi accompagner les producteurs. Mais tout ça demande aussi du financement et de l'investissement public. Mais ça veut dire, Johan Barbe, je rebondis sur ce que vient de nous dire Mathieu Brun, qu'on ne l'utilise pas assez, cet écosystème de recherche dans notre pays ?
Je pense qu'on l'utilise vraiment pas assez parce qu'en plus la recherche des fois française elle n'est pas acceptée sur le territoire national, donc on l'exporte. Et j'ai appris hier soir encore qu'on exportait des nouvelles technologies vers le Brésil parce qu'on ne veut pas les prendre ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de freins administratifs avant de les valider, de mise en œuvre, donc c'est plus facile à le mettre en place ailleurs. Et c'est justement en plus pour se passer de certains pesticides. Donc c'est ça qui m'inquiète parce que quand j'ai entendu ça de la bouche de chercheurs me dire je suis désolé, aujourd'hui on a envoyé ça au Brésil, en 2 ans c'était fait, et ici il faut 10 ans pour avoir des autorisations de mise sur le marché. Donc ça c'est un premier point. Et je voudrais aussi rappeler que l'agriculture française, on l'a basé sur les actifs dans les exploitations. C'est-à-dire qu'on l'a basé sur les agriculteurs qui sont propriétaires de leurs exploitations. Et ça, c'est la particularité de la France par rapport aux autres pays européens. C'est pour ça, quand on parle de main-d'œuvre. Oui, alors justement, j'allais vous reposer la question. Elle est disponible, entre guillemets, en France parce que c'est des actifs qui sont agriculteurs. Alors que beaucoup d'autres pays. Même si on veut vraiment produire beaucoup plus. Parce qu'il y a quand même. Vous êtes au cœur des débats sur. C'est le sujet de demain. Sur notamment la main-d'œuvre saisonnière. Enfin, c'est ça. On sait que chaque année, on l'a vu pendant la crise Covid, les exploitations tournent en grande partie grâce à une main-d'œuvre saisonnière d'origine étrangère. C'est le pic de main-d'œuvre qui est compliqué à trouver aujourd'hui. Et la main-d'œuvre qualifiée pour venir dans nos exploitations. Vous avez évoqué que votre papa était agriculteur, c'est plutôt une fierté, mais je pense que bon nombre d'entre nous pensent toujours qu'on a notre grand-père qui était agriculteur, et donc on pense au modèle qu'il avait. C'était une exploitation avec des vaches entravées, des petits tracteurs et tout ça. Les fermes ont vraiment évolué, et je pense que malheureusement on a été 40 ans sans ouvrir peut-être les portes de nos exploitations pour expliquer ce qu'on fait. Si je vous dis aujourd'hui que mon exploitation, c'est une exploitation familiale avec mes parents. Derrière, c'est une exploitation quasiment 100% robotisée au niveau de la traite, au niveau de l'alimentation. Et pareil sur mes tracteurs, j'ai le guidage automatique, donc ça veut dire que les tracteurs roulent tout seuls dans les champs et surtout ils apportent les intrants là où il le faut avec un guidage satellite en permanence. Donc ça veut dire que l'agriculture aujourd'hui elle est déjà 3.0 et on n'a pas les salariés pour cette agriculture 3.0. C'est une question de formation là. C'est une question de formation. Alors tiens, je rebondis sur ce que vous venez de dire parce que je trouve ça fascinant. Moi, ça veut dire que vous réussissez grâce à la technologie, au guidage satellitaire, à utiliser de moins en moins d'intrants, de produits phytosanitaires. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, la photosatellite capte la photosynthèse de la plante pour me dire là ici il faut que tu apportes telle ou telle matière organique ou minérale en fonction des minéraux, et derrière je fais exactement pareil sur des traitements fongicides, sur des traitements herbicides. Donc ça veut dire qu'on a déjà aujourd'hui des analyses d'images de synthèse qui sont très intéressantes pour l'agriculture, mais pour ça il faut nous accompagner. Donc j'ai profité d'aide de l'État pour y aller, mais c'est pas donné à tous les agriculteurs justement ce que vous expliquez, de déposer des dossiers pour avoir recours à ces aides. Aujourd'hui l'agriculture est trop administrée et il faut qu'on aide tous les agriculteurs sur leurs exploitations. Ok, mais alors pourquoi les prix planchers ? Pardon d'y revenir, on est déjà trop administré, vous nous dites, sauf que les prix planchers, on est encore dans un peu plus d'État, dans un système qui est déjà très subventionné. C'est pour ça qu'à la FNSEA et aux jeunes agriculteurs, on n'a pas demandé de prix planchers, on a demandé des prix qui soient encadrés par des indicateurs interprofessionnels. Donc il est important de le rappeler, il est important qu'on les utilise, et surtout il est important. Tout le monde veut en rajouter une couche à chaque fois sur la loi. Elle est déjà suffisamment compliquée, non ? Mais on n'est pas capable de la faire respecter depuis le premier jour. Bon, allez, les prix planchers, c'était déjà le thème de notre débat hier, donc j'oublie. Et je reviens sur l'Europe, parce que vous nous parliez d'Europe tout à l'heure, Sylvie Matelli. Et effectivement, on l'a évoqué, Marine Le Pen, elle a un peu changé son discours quand même, notamment sur la politique agricole commune. Je vous propose d'écouter le maire de Béziers. Alors, il n'est pas au Rassemblement national, on va dire qu'il est proche du Rassemblement national. Il défend l'Europe à condition que les mêmes règles s'appliquent pour tous. Je ne pense pas du tout qu'il faille moins d'Europe, je ne suis pas fou. Enfin attendez, la PAC ça a des défauts, mais ça permet aux viticulteurs et aux agriculteurs chez moi d'avoir une partie de leur revenu. Il ne faut quand même pas dire n'importe quoi. Nous, ce qu'on a besoin, c'est plus d'Europe, pas moins d'Europe. Quand à 80 km de chez moi, un certain nombre de produits phytosanitaires sont utilisés par des viticulteurs espagnols, et ça leur permet de produire plus et moins cher, on n'a pas besoin de moins d'Europe. On a besoin que les mêmes règles soient appliquées dans tous les pays européens. Alors, votre avis là-dessus sur finalement la concurrence déloyale à l'intérieur même de l'Europe. Sylvie Matelli, je commence avec vous. Vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, le marché européen, ça a d'abord été un formidable accélérateur de croissance pour les agriculteurs français. Depuis quand c'est un lieu de concurrence féroce ou ultra féroce ? Alors ça date déjà. Oui. Rappelez-vous, il y a une vingtaine d'années, les fraises espagnoles et tout le débat autour des fraises espagnoles. Donc ça, c'est pas nouveau. Mais c'est vrai que la France a été bien mieux disante en termes d'évolution de l'agriculture
en termes de normes, en termes de règles. Et aujourd'hui, où les agriculteurs se retrouvent concurrencés par des produits, y compris en Europe et sur ce marché unique européen, qui ne subissent pas les mêmes règles. On cite souvent l'exemple du bio. Le bio français, par exemple, est beaucoup plus contraignant que le bio espagnol ou le bio italien. Et en réalité, je crois même, alors sous le contrôle de monsieur de la FNSEA, je crois même que la production française non bio respecte quasiment les mêmes règles que le bio espagnol en réalité. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose sur lequel il faut travailler pour harmoniser un petit peu tout ça, et puis peut-être aussi communiquer pour que le consommateur sache ce qu'il achète quand il achète tel ou tel produit. Alors en Europe, c'est jouable puisqu'on a une politique agricole commune, et donc on se met régulièrement autour de la table, les ministres de l'Agriculture se mettent régulièrement autour de la table pour négocier, mais il faut poser ce dossier sur la table. C'est plus compliqué avec le reste du monde, et c'est là qu'arrive la question des accords commerciaux. Oui, alors c'est notre prochain chapitre, donc on y consacrera du temps, mais je voudrais quand même vous entendre, Johan Barbes. Peut-être, alors là on a cité le bio, mais un exemple de produits agricoles, alimentaires français qui subit une concurrence particulièrement déloyale d'un de nos voisins. Je vais prendre un exemple concret qui est tout récent. Oui. C'est la problématique du poulet ukrainien et brésilien. On peut mettre les deux. Ça veut dire qu'à un moment, on a laissé rentrer. Donc on est. C'est une conjoncture qui dure depuis déjà 24 mois et qui va être prolongée. Donc la conjoncture pour nous, c'est plutôt un an, voire moins. Et là, on va plus loin. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on accompagne les agriculteurs si on accepte toujours de faire rentrer ce poulet ukrainien qui ne respecte pas les standards ni les normes européennes. C'est quand même ça qui est compliqué. Et je voudrais aussi rappeler, parce que vous avez parlé sur la partie des normes françaises qui sont plutôt plus élevées que les pays européens, c'est vrai. Mais il y a aussi la volonté de la France de garder des exploitations de petite taille. Je veux dire, on peut le dire, tout le monde nous dit qu'on a des exploitations de grande taille. Si je me compare aux Européens, nous avons des exploitations de petite taille, quelle que soit l'agriculture ou les agricultures que nous parlons en France. Ouais. Donc ça, il faut le ramener. Nous ne pouvons pas compresser nos charges sur des volumes. C'est vrai pour le lait, par exemple. Les exploitations françaises de lait, elles sont beaucoup plus petites par exemple, que les italiennes ou que... oui, on est à 60 vaches laitières en France en moyenne par exploitation et par exploitant, quand vous êtes sur des troupeaux de plus de 2000 vaches sur l'Allemagne de l'Est. D'accord, ok. C'est quand même quelque chose de complètement différent. Oui, intéressant. Mathieu Brun. Deux réactions très rapides à ce que vous avez dit. La première, c'est la question du poulet. C'est un très bon exemple. Finalement, quand on va dans notre magasin, notre supermarché qui est proche de chez nous, on ne le voit pas, ce poulet ukrainien ou ce poulet brésilien. On le voit plutôt du poulet français, souvent avec un label. Mais par contre, quand on va en restauration collective, c'est là où on retrouve ce poulet qui vient de l'extérieur de nos frontières et qui n'est pas soumis aux mêmes normes. Ce qui pose la question de l'affichage. La deuxième chose que je voudrais dire très rapidement, si vous me le permettez, c'est je suis content d'entendre parler de compétitivité, d'accords commerciaux, etc. Parce que de là où je parle, de la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, on regarde aussi l'impact de ces écarts de compétitivité avec des agricultures du Sud, dans lesquelles on a souvent aussi exporté les surplus, le dégagement qu'on avait aussi en Europe, et au détriment des producteurs des pays du Sud. Alors même que le niveau de protection, le niveau de subvention, il est, on est à des années-lumière, un agriculteur européen ou américain face à un agriculteur ghanéen. Donc ils n'ont pas non plus les mêmes armes. Donc je ne voudrais pas qu'on imagine uniquement que l'agriculteur et l'agricultrice européen ou européenne est la seule ou le seul dans une situation compliquée. Alors on va parler des accords de libre-échange, mais vous avez évoqué la question des consommateurs, notre responsabilité collective face à cette question de souveraineté alimentaire. Je vous propose d'entendre la réaction du président du groupement Les Mousquetaires. Il était invité de France Inter ce matin, Thierry Cotillard. On a tous une part de responsabilité. L'industriel qui achète à l'agriculteur, nous le distributeur cachetons, et puis un dernier responsable, c'est quand même le consommateur. Il faut le dire, c'est-à-dire qu'il y a une déclaration patriotique lorsqu'on fait un sondage, et puis il y a une action devant le rayon qui peut être à l'opposé en prenant le prix le moins cher. Bon, Johan Barbes, ça vous fait forcément réagir. C'est un peu facile de pointer du doigt la responsabilité des consommateurs. Mais oui, c'est un peu facile de pointer le consommateur sur des sujets comme ça, puisque aujourd'hui, c'est ces grandes enseignes qui affichent toujours des prix plus bas. Oui. Donc la guerre des prix a tué l'agriculture française et va continuer de la tuer. Oui, mais c'est aussi parce que nous, consommateurs, on demande des prix les plus bas. Oui ou non ? C'est pas forcément. Il y a une problématique de pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, à la FNSEA, on avait fait des propositions dans ce sens pour accompagner les pouvoirs d'achat les plus faibles. Mais aujourd'hui, d'aller dire ça de la part de la grande distribution, alors que c'est eux qui mènent en permanence cette guerre du pouvoir d'achat en France, puisque la loi LME leur a donné tous les pouvoirs pour y aller. Et là-dessus, je reste quand même
très interrogatif par rapport à ce qui a été dit, puisque pour moi, si eux respectent effectivement plutôt des produits issus du territoire national, on peut le dire, dans la restauration hors domicile, c'est pas vrai. Et j'espère que dans les cantines du Sénat, 100% des produits sont issus des agriculteurs français. On va poser la question. J'espère, non mais je le pose ici, ça fait sourire. Non, ça fait pas sourire. Mais personne ne sait me répondre. Mais d'ailleurs, c'est une des propositions du gouvernement de pousser, d'inciter de plus en plus la restauration collective, au-delà des administrations, évidemment, il faut donner l'exemple, à acheter de plus en plus français. Allez, chapitre comme promis consacré aux accords de libre-échange. Tiens, je vous propose un témoignage pour commencer, celui d'un éleveur de moutons, il s'appelle Emmanuel Fontaine, il est dans l'Aisne, il se souvient du deal passé avec la Nouvelle-Zélande il y a 40 ans. Le premier accord de libre-échange qui porte pas son nom, c'est celui de la Nouvelle-Zélande à la suite du Rainbow Warrior pour ce qui concerne la production ovine. Et la production ovine, ça fait 40 ans qu'elle subit les accords de libre-échange, directs ou indirects. Et on voit bien les effets délétères qu'elle a eus sur la filière. Aujourd'hui, nous, ce que l'on demande, c'est que tous ces accords cessent et qu'on ait un niveau plancher. C'est-à-dire qu'on les cumule, mais à un certain niveau, on arrête tout. Et qu'en instantané, il ne puisse pas arriver plus qu'un volume fixe chaque année. Sylvie Mattei, est-ce que c'est possible de faire cesser les accords existants ? Je reprends ce que vient de nous dire Emmanuel Fontaine. On demande que tous ces accords cessent. Ça semble totalement impossible, irréaliste ? Tout est toujours possible. Oui. Ces accords commerciaux, ils sont négociés au niveau européen, puisque la politique commerciale est une compétence européenne. Simplement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on y a intérêt ? Mais oui, parce que ça ne porte pas que sur les produits agricoles, il faut le rappeler. Ça ne porte pas que sur les produits agricoles, mais même sur les produits agricoles, en fait, en général, suite à la conclusion d'accords commerciaux, vous avez une tendance à une augmentation des exportations européennes qui est plus importante que les importations. Donc, globalement, l'Europe et l'agriculture européenne gagnent à ces accords commerciaux. C'est tellement vrai pour le CETA qu'aujourd'hui ce sont les Canadiens qui réclament à ce qu'on renégocie le CETA parce qu'ils trouvent qu'ils ont sacrément perdu. La question qui se pose ensuite, c'est au fond, quels sont les agriculteurs et quelles sont les productions agricoles qui payent le prix de ces accords commerciaux ? Et là, on l'a vu, on le voit sur le témoignage sur la filière ovine avec la Nouvelle-Zélande. On a effectivement dans tous ces accords commerciaux, il y a forcément certains secteurs d'activité ou certains acteurs qui vont y perdre. Et c'est peut-être ces acteurs-là qu'il faut accompagner. Un autre sujet qui est important à préciser, c'est que ces accords commerciaux, en renforçant paradoxalement la filière agroalimentaire européenne, ont renforcé les grands acteurs, les centrales d'achat qui approvisionnent nos supermarchés, etc. Et ces grands acteurs sont devenus tellement puissants grâce à ces accords commerciaux. Donc là, on est plutôt dans quelque chose de positif, c'est-à-dire ils ont tellement réussi à exporter qu'ils ont finalement eu un pouvoir de négociation extrême, là où les agriculteurs se retrouvaient affaiblis, et on retombe toujours sur ce sujet-là. Et donc, dans notre débat, on va forcément se concentrer là sur l'accord qui n'existe pas encore, celui avec les pays du Mercosur. Donc Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, Bolivie sont les 5 pays membres aujourd'hui. Ça a été créé au début des années 90, le Mercosur. Et puis là, on voit sur la carte, il y a aussi des pays associés. Ça représente plus de 80% du produit intérieur brut total de l'Amérique du Sud. Quelques chiffres dans le domaine agricole. Le Mercosur pourrait, ça n'est pas signé, nous livrer chaque année 180 000 tonnes de volailles, près de 100 000 tonnes de bœuf, 25 000 tonnes de porc. Johan Barbe, est-ce que pour vous c'est une ligne rouge ? C'est pourquoi il ne faut pas signer éventuellement cet accord ? Puis ensuite on verra, on donnera la parole, voir ce que ça pourrait rapporter ou pas aux différentes filières. Pour nous, c'est forcément une ligne rouge parce qu'aujourd'hui, parce qu'il y en a trop finalement des accords de libre-échange. Aujourd'hui, je pense que l'Europe a ouvert de trop son agriculture et son espace de consommation. Il aurait fallu, et on l'avait demandé à l'époque, jeunes agriculteurs et FNSEA, sortir l'agriculture des accords commerciaux de libre-échange dans la globalité. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on échange de l'industrie contre la possibilité de rentrer des produits agricoles, c'est la France qui était les plus déficitaires dans cet accord. Les Allemands étaient super contents de pouvoir exporter leur industrie, ce qu'on n'avait pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait toujours demandé... des accords, mais il n'y a pas les produits alimentaires dedans, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il faudrait que ça soit du libre-échange agricole. Exception agriculturelle, quoi. C'est ça. Ouais. Et derrière, tout ce qui rentre sur le territoire européen doit à minima respecter les standards européens. Et vous allez m'expliquer comment moi je peux, sur mon exploitation, penser
que je vais être labellisé bas carbone, ça veut dire une exploitation qui s'engage vers des réductions de carbone, quand on va importer des produits qui vont traverser en permanence tous les océans. Enfin, je trouve qu'on est quand même paradoxal en Europe, et peut-être encore un peu plus en France, parce que si on le laisse arriver, alors le président Macron s'y opposait pour l'instant, mais j'espère qu'il tiendra jusqu'au bout et qu'on ne changera pas de président pour le signer avec le prochain. Ouais. On va se focaliser sur le bœuf, parce que je lisais en préparant l'émission que l'Europe produit près de 7 millions, 6,7 millions de tonnes de bœuf. On ne pourrait pas absorber 100 000 tonnes supplémentaires venues d'Argentine ou du Brésil. Je me dis que je ne suis pas très doué en maths, mais ça doit être possible, quoi. L'équation est plus compliquée que ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est qu'on a ces injonctions contradictoires où on impose des normes et des façons de produire aux Européens parce qu'il faut lutter contre le changement climatique, parce qu'il faut être plus respectueux des animaux, plus respectueux de la biodiversité, etc. etc. Et qu'on va importer un bœuf qui n'est pas du tout soumis aux mêmes contraintes, donc qui de fait va coûter bien moins. À ce moment-là, vous pénalisez les agriculteurs européens. Mathieu, pour l'instant, je crois que le bœuf brésilien, on lui impose des droits de douane qui sont de 40 à 45%. Si l'Europe signe le Mercosur, ces droits de douane, ils vont mécaniquement baisser. Comment ça peut se passer ? Alors, ça peut être très complexe. Je suis pas sûr d'avoir la question aujourd'hui, mais derrière, ce qu'il faut regarder, c'est la question de la cohérence des politiques entre elles, en fait. Ouais. Vous n'aurez peut-être pas échappé qu'aujourd'hui ou hier, l'Union européenne a voté, le Parlement a voté la loi sur la restauration des écosystèmes, et la loi contre la déforestation importée. Donc en fait, on a quand même un arsenal juridique qui est en train de se créer pour mettre en œuvre aussi ces clauses miroirs, ces injonctions contradictoires pour trouver des formes de solutions. Alors peut-être expliquer, même si ici, je pense que tout le monde sait ce qu'est une clause miroir, mais pour nos téléspectateurs, c'est quoi en quelques mots ? L'idée, c'est que la manière dont moi je produis en France soit la même que le producteur qui est en dehors des frontières de l'Union européenne, qu'il utilise les mêmes produits ou au contraire qu'il n'ait pas le droit d'utiliser les mêmes produits. Bon, ça engage énormément de réflexions sur la traçabilité, la manière dont on peut suivre qui, en France et au sein de l'Union européenne, on a quand même une très forte traçabilité des produits qu'on utilise sur nos exploitations. C'est pas le cas partout, donc ça veut dire qu'il va falloir se casser un petit peu la tête, mais sur la déforestation importée, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faudra que l'alimentation qu'on consomme, le cuir qu'on va mettre dans nos sacs à dos ou nos sacs à main ou nos chaussures, n'aura pas participé à la déforestation. Donc les accords de libre-échange vont certainement être beaucoup plus complexes demain et ils traduisent aussi un élément important. Cette multiplication d'accords bilatéraux traduisent aussi une panne chronique de l'Organisation mondiale du commerce qui a vraiment des difficultés à gérer la question agricole dans son portefeuille. Je vous pose la même question sur le bœuf. 100 000 tonnes supplémentaires si on signe le Mercosur, c'est trop ? Ça déstabiliserait le marché du bœuf. Au-delà de c'est trop, c'est forcément un marché déloyal, puisque ça va arriver beaucoup moins cher sur les étals français et européens. Donc forcément, le consommateur, on l'a dit tout à l'heure, il est toujours intéressé par un souci de pouvoir d'achat, d'acheter moins cher. Donc on va déstabiliser forcément la consommation. Et derrière, je voudrais quand même qu'on se rassure aussi et qu'on soit clair avec l'Europe. L'Europe dernier message. Non, mais l'Europe qui a signé et qui a voulu le Green Deal. Oui. Le Green Deal, c'est le pacte vert. Ça veut dire qu'on veut baisser la production européenne globale, notamment bovine. Si derrière, c'est pour ouvrir les frontières, il va falloir quand même qu'on m'explique comment. Je vais expliquer à mes agriculteurs, je suis désolé, il faut arrêter l'élevage. Par contre, vous inquiétez pas, les Brésiliens vont nourrir la population européenne. C'est là, moi, mon problème. Quand j'entends 30%, jusqu'à 30% de décroissance agricole, notamment dans les filières d'élevage, à cause ou grâce au Green Deal, selon certains, je ne sais pas pourquoi on ouvre les frontières. Donc, est-ce qu'on n'est déjà pas en train de préparer l'avenir en ouvrant nos frontières, parce qu'on sait qu'on va moins produire en Europe? Là, il y a eu quand même une réunion des ministres de l'agriculture européens à Bruxelles. La Commission est un peu en train de détricoter, en tout cas en partie, le pacte vert. C'est pas votre sentiment? Mais c'est mon ressenti. Mais pourquoi les agriculteurs ont eu besoin d'aller dans la rue? Pourquoi les agriculteurs sont encore dans les rues européennes? Pour que la Commission prenne conscience des choses. Le Green Deal a été, entre guillemets, réfléchi avant le Covid, avant la guerre en Ukraine, et aujourd'hui on ne veut pas revoir la copie. Et quand on est politique responsable, je pense qu'il faut rouvrir la copie rapidement pour rassurer l'agriculture, rassurer les consommateurs européens aussi, qu'ils auront encore de la nourriture européenne et française dans leurs assiettes. On termine là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat.